Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre point de marché bimensuel. Comme d'habitude, on va analyser l'actualité de ces 15 derniers jours sous 3 prismes. Le premier, la macroéconomie, ensuite les valorisations et comme d'habitude, on terminera par l'analyse des flux. Sachez que je crée et je partage auprès de mes équipes chaque semaine un dossier dédié pour qu'ils puissent avoir accès aux dernières informations pour échanger avec leurs clients. Et on a décidé collégialement de vous donner accès à cette analyse. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en commentaire. Allez, on commence avec un graphique hyper intéressant parce qu'il explique très bien ce qui se passe actuellement sur les marchés US. Ici, on compare deux types de données macroéconomiques. D'un côté, en rouge, vous le voyez, les hard data, qui sont les vraies données économiques, comme le PIB, comme l'inflation, comme l'emploi. Ce sont des données qui sont hyper fiables, mais qui ont un inconvénient, c'est qu'elles arrivent souvent en retard. Je peux vous donner un exemple, typiquement. Si vous souhaitez avoir les données définitives du PIB au titre du deuxième trimestre qui termine le 30 juin, eh bien vous êtes dans l'obligation d'attendre le mois de septembre, le temps que toutes les données soient recoupées, ajustées, puis validées. Donc il y a toujours ce décalage-là. Et de l'autre, en bleu et gris, vous avez ce qu'on appelle les soft data, qui sont, elles, des indicateurs de sentiment. Ce sont souvent des enquêtes qui sont menées auprès des chefs d'entreprise, auprès des consommateurs. Et ces soft data, elles sont pour le coup beaucoup plus réactives, presque instantanées, mais aussi du coup moins précises, parce qu'elles reflètent surtout un ressenti à un instant T qui peut parfois être biaisé. Sur la partie gauche du graphique, on voit comment se passent réellement les choses durant une phase type de récession. On va retrouver les sub-data qui plongent les premières parce que le moral finalement se dégrade assez vite, mais elles rebondissent aussi avant les hard data qui elles mettent finalement plus de temps à s'ajuster. Et sur la partie droite, hyper intéressant, on a la situation actuelle où on retrouve globalement la même mécanique, mais avec un décalage cette fois-ci beaucoup plus marqué que d'habitude. Les sub-data, elles ont arrêté de chuter, elles se sont un petit peu stabilisées, mais elles restent finalement sur des niveaux qui sont quand même assez faibles. Et pendant ce temps-là, les hard data, elles continuent de se dégrader sans le moindre signe de redressement. Et c'est finalement ça qui rend la situation actuelle aussi complexe en termes d'analyse, puisqu'on a des indicateurs de sentiment qui laissent suggérer que le pire pourrait être derrière nous, alors que les données concrètes, les fameuses hard data, elles montrent que la dégradation finalement, elle se poursuit. Résultat, on a des marchés financiers qui aimeraient croire à une reprise, mais les fondamentaux, eux, ne valident pas encore ce scénario. Et selon moi, tant qu'on aura ce type de décalage, il faudra rester prudent, puisque c'est typiquement dans ce genre de phase que les attentes peuvent monter finalement beaucoup plus vite que les fondamentaux et l'économie réelle, et ainsi générer des marchés survalorisés. On passe maintenant à un des sujets clés du moment, le marché du travail aux États-Unis. Et regardez ce premier graphique. On y voit l'évolution des créations d'emplois selon 3 sources distinctes. La première, le Bureau of Labor Statistics pour le secteur public, ADP pour le secteur privé, et Revelio qui analyse les données RH des entreprises. Et quel que soit finalement cet indicateur, le constat final c'est le même, ça ralentit très fortement. Depuis 2022, les créations de postes, on le voit sur ce graphique, elles s'essoufflent, on frôle les zéros, et certains mois on passe même en négatif. Donc en clair, l'un des grands moteurs de la résilience américaine, à savoir l'emploi, est en train de caler. Et cette tendance, on la retrouve très bien sur le graphique suivant. Ici, on regarde le ratio entre le nombre de postes vacants et le nombre de chômeurs. Après le Covid, ce ratio, il avait littéralement explosé. Plus de 2 postes disponibles, comme vous pouvez le voir, pour un seul chômeur, du jamais vu à l'époque. Et c'était d'ailleurs un vrai problème à l'époque pour l'inflation, parce que les salariés avaient un vrai pouvoir de négociation. Du coup, résultat, les salaires augmentaient. Les entreprises répercutaient ça sur leur prix et ça entraînait du coup cette fameuse boucle prix-salaire sur cette inflation qui n'en finissait plus. Aujourd'hui, ce ratio est revenu autour de 1, à 0,98 précisément, ce qui montre que le marché du travail, il s'est normalisé et que la tension, elle a totalement disparu. Mais attention, le troisième graphique sur le marché de l'emploi aux États-Unis, il raconte une toute autre histoire. Ici, on va regarder les suppressions d'emplois cumulées depuis le début de l'année, et ça saute aux yeux. 2025 figure parmi l'une des pires années de l'histoire, juste après 2020, où on se le rappelle tous, c'était le Covid, et 2029, l'une des pires crises financières de l'histoire. Et c'est là que le risque pourrait devenir hyper important pour l'économie américaine, puisqu'il y a quelque chose qu'il faut absolument avoir en tête. Aux États-Unis, près des 2/3 du PIB reposent sur la consommation intérieure, donc celle des ménages. Il y a des économies, comme par exemple la Chine, qui sont essentiellement tournées vers les exportations et le gros de leur PIB se concentre justement là-dessus.
Aux États-Unis, c'est absolument pas le cas. On le sait, les Américains sont de friands consommateurs. Et donc l'essentiel de l'activité économique repose sur cette consommation intérieure. Autrement dit, si le marché du travail venait à s'affaiblir encore davantage, ça pourrait finir par peser justement sur la consommation et donc ralentir cette dynamique de croissance aux États-Unis. Pour l'instant, on n'en est pas encore là, mais selon moi, c'est l'un des indicateurs, voire peut-être l'indicateur numéro 1 qu'il va falloir suivre avec la plus grande attention au cours des prochaines semaines et des prochains trimestres. On passe maintenant à un autre indicateur clé, c'est l'inflation. Regardez ce graphique, en bleu on a l'indice ISM des prix payés dans les services, et en vert, l'inflation PCE Supercore, qui est l'une des mesures d'inflation que la Fed surveille de très près, justement pour ajuster sa politique monétaire. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que la corrélation entre ces deux indicateurs, elle est extrêmement forte. Historiquement, quand l'ISM des prix payés repart à la hausse, on retrouve l'inflation réelle qui suit avec globalement 6 mois de retard. Et justement, regardez la fin du graphique, l'ISM remonte depuis plusieurs mois. Concrètement, ça voudrait dire que les pressions inflationnistes, elles pourraient, elles aussi, repartir à la hausse dans les prochains mois. Et c'est là que ça devient hyper intéressant d'un point de vue politique monétaire, parce que la Fed, on le rappelle, elle a un double mandat, d'un côté l'emploi, et de l'autre l'inflation. Alors l'emploi, on vient de le voir juste avant, marque des premiers signes d'essoufflement, de ralentissement, ce qui plaide pour une politique monétaire plus souple et donc de prochaines baisses de taux. Mais de l'autre côté de l'emploi, on a donc l'inflation qui, comme on vient de le voir, montre des signes de persistance qui pourraient limiter les velléités de baisse de taux de la Réserve fédérale américaine. Donc en résumé, avec toutes ces données, on se rend compte finalement que la Banque centrale américaine, elle se retrouve dans un étau, dans une situation qui est assez difficile, entre un marché du travail qui s'essouffle et une inflation qui, elle, reste tenace. Et dans ce contexte, finalement, qui est assez peu lisible, on le voit, la Réserve fédérale est donc dans cette situation assez complexe, on a quand même un marché qui continue, lui, à pricer jusqu'à 6 baisses de taux à horizon juin 2026. Donc je n'ai pas de boule de cristal, on verra bien évidemment ce que l'avenir nous réserve, mais j'avoue que ce scénario ultra optimiste sur le nombre de baisses de taux me laisse quand même un petit peu perplexe. On va maintenant s'intéresser à un autre sujet qu'on adore analyser avec beaucoup d'attention chez Ingefi, c'est celui des valorisations. Alors on avait vu il y a 15 jours que les valorisations étaient globalement assez élevées aux États-Unis, et ce, peu importe les ratios de valorisation qu'on utilisait. Là je vous partage un nouveau graphique qui illustre lui aussi parfaitement le sentiment actuel. Écoutez bien, selon la dernière étude de Bank of America menée auprès des gérants de fonds, 91% de ces mêmes gérants de fonds estiment que les marchés américains sont survalorisés. Alors c'est évidemment un niveau qu'on peut qualifier d'extrême, mais c'est surtout le niveau le plus haut enregistré au cours des 25 dernières années. A l'inverse, près de la moitié des gérants estiment que les niveaux de valorisation des marchés émergents sont eux plutôt sous-valorisés. Un écart de près de 50% entre ces zones géographiques, là aussi, c'est un record qu'on n'a jamais vu dans l'histoire. Et quand on regarde dans le détail, finalement, ce contraste il s'illustre assez facilement. On a d'un côté les marchés américains qui sont évidemment portés par tout l'élan autour de l'intelligence artificielle, autour des rachats d'actions, de la concentration extrême autour de quelques grandes valeurs technologiques comme Nvidia. Et à l'opposé, on a les marchés émergents qui, eux, sont délaissés. Alors même qu'ils affichent des niveaux de valorisation qui sont beaucoup plus raisonnables, une démographie qui reste beaucoup plus dynamique, et mis à part les 10 plus grandes valeurs de la tech américaine, des niveaux de croissance qui sont souvent plus soutenus. En synthèse de tout ça, on peut se dire finalement que les gérants de fonds estiment que les marchés américains pressent la perfection, qu'ils intègrent déjà un scénario de marché quasi parfait, et ce qui laisse sous-entendre que la moindre déception sur soit les bénéfices, sur le nombre de baisses de taux que la Fed pourrait accorder, ou encore sur la croissance attendue au cours des prochains trimestres, pourrait déclencher une rotation naturelle des flux vers des zones plus justement valorisées, comme les pays émergents ou même l'Europe, voire même sur d'autres classes d'actifs, comme par exemple les marchés obligataires, voire même l'immobilier. Et ce sentiment d'excès d'optimisme sur les marchés américains, il se retrouve aussi dans le comportement des investisseurs. Regardez ce graphique par exemple. Il montre le coût moyen des couvertures sur le S&P 500 avant chaque saison de publication des résultats. En clair, plus la courbe monte, comme vous pouvez le voir sur le graphique, plus les investisseurs payent cher pour se couvrir contre un risque de mauvaise surprise. Et ce qu'on observe, c'est que depuis 2 ans, ce coût des couvertures, il augmente. Aujourd'hui, à l'heure où on se parle, il atteint le niveau le plus élevé observé depuis 2022. Et 2022, on fait une petite rétrospective, ça a été une année catastrophique sur les marchés américains et notamment les valeurs technologiques qui, rappelez-vous, à l'époque, avaient chuté de 33%. Finalement, ce que tout ça traduit,
c'est une sorte de méfiance silencieuse. Les investisseurs savent que les valorisations sont actuellement tendues, qu'elles intègrent énormément de bonnes nouvelles et qu'à ces niveaux de prix, le droit à l'erreur il est finalement très faible. Du coup, même si les indices continuent de tenir, les acteurs de marché, eux, ils préfèrent payer pour se protéger. Un peu comme si tout le monde souriait, avec un gilet pare-balles sous la chemise. Et pendant que les gérants de fonds se montrent du coup plus prudents, regardez ce qui se passe du côté des particuliers. Ce graphique montre les flux des investisseurs particuliers, ce qu'on appelle le retail, sur les actions américaines. Et le constat, il est très clair, ces derniers n'ont jamais été autant exposés au marché actions depuis les 10 dernières années. Rappelez-vous, aux alentours des années 2000, juste avant l'éclatement de la bulle des dot-com, en France, tout le monde parlait d'acheter des actions France Télécom. Bon, moi j'avais 8 ans, mais je me souviens d'avoir eu cette discussion avec mes parents qui me racontaient qu'à l'époque, il y avait vraiment cette frénésie autour des actions et notamment de France Télécom, que votre boucher, que votre coiffeur, que votre pharmacien, tout le monde vous disait d'acheter des actions. Et ça, pour le coup, c'est très souvent un signal justement de marché totalement euphorique et un signal qui doit plutôt vous alerter justement sur le potentiel haussier résiduel de ces mêmes marchés. Maintenant, le sujet, c'est qu'on le dit depuis 15 jours, on a des marchés qui sont globalement assez valorisés. Maintenant, l'enjeu, c'est de savoir où est-ce qu'on se situe finalement dans ce cycle, puisqu'à l'époque de la bulle Internet, si on peut faire justement ce parallèle, les marchés ont commencé à être survalorisés dès 1996 et ils ont continué à croître en 97, en 98, en 99, avant finalement d'éclater en 2000. Donc là, l'idée, c'est vraiment, et l'enjeu, de se dire où est-ce qu'on se situe finalement dans ce cycle. Est-ce qu'on est à l'orée d'un retournement brutal ou est-ce qu'on a encore 2, 3, voire peut-être même plus de frénésie haussière qui vont se poursuivre. Donc on est dans un marché qui est assez particulier sur lequel il faut naviguer finalement avec beaucoup de prudence.